Bonjour tout le monde. Bon, ben Mathieu a déjà commencé la présentation de Edwidge en disant qu'elle était exceptionnelle. Ouais, Alors, on pourrait s'en tenir à ça. Mais bon, là, je pense que je vais bien dire son nom, Edwidge Chirouter. Est-ce pas que du c'est tout. bien? Mais Ah, mon Dieu! c'est pas grave, je rigole. OK, ça reste à travailler, ça reste à travailler. Elle est professeure des universités en philosophie et sciences de l'éducation à l'Université de Nantes. Elle est titulaire de la chaire UNESCO Pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Son dernier livre est À quoi pense la littérature jeunesse des enfants, des questions, des histoires, publié tout récemment en 2025. Et c'est toujours quelqu'un qu'on a le plaisir de côtoyer dans différents événements. Et je ne prends pas plus de temps, Edwidge, vu qu'on a perdu un petit peu de temps avec l'écran. Et puis, bon, ben, je te laisse la parole. Et puis, comme on dit toujours, c'est 20 minutes, 30 minutes de présentation pour qu'on ait du temps pour les questions. Et Allez. voilà. Alors, quand tu es prête. Ok, ok. Bon, ben, bonjour à tous et à toutes. Je reconnais des têtes amies, connues. Je suis ravie de vous retrouver même à distance. Alors, ben, merci encore pour l'invitation, puis la possibilité effectivement de présenter ce dernier ouvrage. Alors, je sais pas, je suis désolée parce que pour des raisons techniques avec Teams, ça fonctionne pas très très bien et je peux pas moi-même partager mon écran. Donc, c'est Mathieu qui va partager le PowerPoint que j'ai préparé. Sinon, je le fais sans PowerPoint. Oui, je travaille là-dessus J'ai peur que ce présentement. soit un peu laborieux au niveau technique, mais bon, de toute façon, vous l'aurez. Ben voilà, là, c'était la première, la première diapo avec la couverture du dernier ouvrage. Alors, voilà, deuxième diapo, Mathieu. Voilà, donc en fait, dans cet ouvrage-là, c'est une forme de synthèse, de résumé de plus de 20 ans de recherche maintenant, voilà, sur les liens qui unissent la philosophie avec les enfants et la littérature de jeunesse. En fait, moi, il se trouve que j'ai fait ma thèse, je l'ai soutenue en 2008, et le titre justement de ma thèse, c'était À quoi pense la littérature de jeunesse? En fait, c'était un clin d'œil à un philosophe que vous connaissez peut-être ou pas, un philosophe français, mais qui a été mon professeur à Lille 3 quand j'étais étudiante en philosophie dans les années 90, qui s'appelle Pierre Macheret, et qui avait écrit un livre qui s'appelle À quoi pense la littérature, et qui m'avait, moi, beaucoup inspirée à une époque où j'étais étudiante en philosophie dans un cursus hyper classique, hyper académique. Je n'avais jamais entendu parler de philo avec les enfants, mais je travaillais déjà en tant que philosophe sur les liens entre la littérature et la philosophie, et j'étais spécialiste de Rousseau, des philosophes du 18e, et je travaillais en tant que philosophe sur les liens qui unissaient la littérature et la philosophie sans aucun rapport avec la philo avec les enfants et la littérature de jeunesse que j'ai rencontrée beaucoup plus tard. Et donc moi, quand ensuite donc j'ai rencontré la philosophie avec les enfants et la littérature de jeunesse et que j'ai décidé d'en faire une thèse, cette thèse s'intitulait À quoi pense la littérature de jeunesse, pour faire un clin d'œil à Pierre Macheret, et puis aussi pour redonner des lettres de noblesse à un genre de littérature particulier qu'on appelle la littérature de jeunesse, qui a longtemps été quand même méprisée, ignorée, invisibilisée, considérée comme de la paralittérature ou un mauvais genre, un sous-genre de la littérature. Et j'avais envie de défendre l'idée, et je suis loin d'être la seule, hein, mais que c'est une littérature à part entière. Comme la poésie, comme la bande dessinée, comme les romans, comme le théâtre, voilà. Et que c'est une littérature que je préfère appeler littérature aussi pour la jeunesse, parce que, et je pense que tous les éducateurs, tous les parents qui m'écoutent savent que nous, adultes, on prend tout autant de plaisir à lire ces albums qui sont aussi accessibles à partir de 5 ans. Donc, en fait, c'est une très grande richesse, finalement, puisque ces albums dont je parle dans mes recherches et dans ce livre en particulier, eh ben, c'est des ouvrages qu'on peut lire de 5 ans jusqu'à ce que mort s'en suive. Contrairement au roman de Flaubert, où quand même à 6 ans, c'est un peu plus difficile, hein, voilà. Mais il y a en fait une très grande force dans ces albums-là, c'est qu'ils sont d'autant plus intemporels et universels qu'ils s'adressent à tous et toutes, quel que soit l'âge. Donc voilà, tu peux appuyer Mathieu.
Bon, alors ça, c'est quelques ouvrages que vous connaissez ou pas, mais bon, bah, ça fait longtemps effectivement que j'écris sur le sujet. Tu peux tourner la diapo, Mathieu. Alors ça, c'était pour voir un petit peu d'où je parle. Donc, quand j'ai découvert la philosophie avec les enfants, donc c'était il y a plus d'une vingtaine d'années, je vous ai dit, moi j'étais une étudiante en philo, j'étais jeune prof à l'époque, forcément, de philosophie au lycée, puis à l'université, et j'avais une représentation extrêmement académique de ma discipline. Alors, je parle là surtout pour les Français qui vont se reconnaître. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, au Québec en particulier, mais c'est vrai qu'en France, on a une vision très classique, très académique de ce que c'est ou pas la philosophie. Et il y a un regard qui est quand même un peu méprisant sur tout ce qui va être démocratisation d'accès à la philo, que ce soit les cafés philo, la philo avec les enfants. La philo, c'est vraiment l'exercice académique, la lecture des grands textes de Hegel, de Kant, de Spinoza. C'est des exercices écrits, c'est la dissertation, c'est le commentaire de texte. Donc moi, quand j'apprends en 2001 qu'il existe en France et au Québec et dans le monde anglophone des expérimentations de philo avec les enfants, moi, mon premier réflexe de prof de philo, c'est de dire, bon, c'est n'importe quoi, c'est évidemment pas de la philo, les enfants ne sont pas capables d'en faire. Bref, pour toute une série de facteurs, qui sont que moi, j'étais maman de jeunes enfants à l'époque, que je fais une rencontre décisive avec Michel Tozzi, je décide quand même de m'intéresser au sujet. Et par contre, j'avais des hypothèses qui sont très ancrées dans mes habitudes de prof de philo et des hypothèses sur lesquelles on peut débattre, sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais pour moi, et vous les voyez, elles sont écrites là, ces hypothèses, on peut peut-être faire de la philosophie avec les enfants, mais on ne peut pas le faire sans texte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sans médiation, sans apport, sans nourrissage culturel qui va venir assurer le caractère philosophique des échanges. Et ça a toujours été dans mon parcours de chercheur une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur la pratique de la philosophie avec les enfants. À quelles conditions on peut appeler ça vraiment de la philosophie? Non. Donc, on ne part pas du vécu, on ne part pas de l'intime. Il faut des supports, il faut de la distanciation, il faut de la médiation. Et comme, évidemment, hypothèse, je l'ai écrit là, les textes classiques de philosophie, les textes d'Hegel, de Kant ou d'Heidegger, sont trop difficiles d'accès pour des enfants à partir de 6 ans, on est d'accord là-dessus, c'est grâce à la littérature et la littérature de jeunesse. En fait, il y a eu comme une connexion de planètes dans mon parcours professionnel. Je découvre la philo avec les enfants. Je suis moi-même maman d'enfants qui ont 4 ans et 2 ans à l'époque. Voilà. J'achète pour eux des albums de littérature de jeunesse. Je travaillais sur les liens entre philo et littérature. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Effectivement, les enfants se posent des questions philosophiques. Et il y a dans la littérature de jeunesse contemporaine des pépites, des œuvres. Là, c'est une trace écrite que je vous ai mis là. C'est une classe de maternelle avec lesquelles je travaille depuis très longtemps à Creil. J'adore cette trace écrite. Vous voyez, des enfants de 5 ans, des œuvres pour nous aider à réfléchir. Bon, donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai jamais terminé à travailler sur le sujet. Mathieu. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser au lien entre l'enfant, la littérature et la philo, je me suis rendu compte que parallèlement au développement de ce qu'on appelle la philosophie avec ou pour les enfants, alors je découvre Matthew Lipman, Sharp, Sasseville, Gagnon, Tozzi, enfin, je me plonge dans un univers qui m'était complètement inconnu. Et je me rends compte aussi que parallèlement, historiquement, il y a une vraie concordance. En même temps qu'on reconnaît, c'est vraiment des questions de reconnaissance, en même temps qu'on reconnaît aux enfants la capacité et le pouvoir de philosopher, il y a aussi la reconnaissance de la capacité et du pouvoir de l'enfant et du besoin de l'enfant d'avoir accès à des grands textes. Voilà. Et ça, c'est vraiment lié à un regard anthropologique qu'on porte sur l'enfance. Et de quoi est-il capable? De quoi a-t-il besoin? Et il y a une conjonction historique entre le fait qu'on propose de la philo avec les enfants et qu'on propose aussi aux enfants des textes d'une très grande qualité à la fois philosophique et poétique. Alors, je vous ai mis un petit panthéon personnel, on pourra en reparler. Max et les Maxi-Monstres.
Voilà, c'est des révolutions, hein, c'est-à-dire que des albums comme Max et les Maxi Monstres, c'est des albums qui à l'époque font scandale dans les années 60 parce que justement ils choquaient beaucoup ce qu'on pouvait offrir en termes de littérature aux enfants. Disant c'est quand même des ouvrages qui paraissent trop compliqués, trop immoraux, les enfants qui font des bêtises trop complexes, trop poétiques, en disant mais c'est pas du tout fait pour les enfants vont rien comprendre, c'est pas du tout pour eux, c'est pas du tout adapté à l'univers et aux capacités et aux besoins des enfants. Et pourtant, c'est devenu un classique aujourd'hui. Mathieu. Et la littérature de jeunesse est en fait toujours extrêmement liée et un symptôme, c'est révélateur de la façon dont une époque se représente le monde de l'enfance. Si on veut savoir comment une culture, comment une époque définit le monde de l'enfance, on peut aller voir notamment ce qu'on donne à lire aux enfants. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, je ne vais pas refaire toute l'histoire anthropologique de la représentation de l'enfant, mais vous savez que pendant très longtemps, l'enfant, et ça c'est la faute à Rousseau, comme dit la chanson, la faute à Rousseau, c'est, alors Rousseau évidemment c'est un grand pédagogue et quelqu'un qui a évidemment valorisé le monde de l'enfance, mais par contre ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il a valorisé une représentation de l'enfant qui est basée quand même sur l'innocence et la pureté. Et c'est l'idée chez Rousseau qu'on va retrouver tout au long du 18e, 19e jusqu'à nos jours, l'idée que l'enfant est pur, que l'enfant est innocent et qu'il va falloir le protéger au maximum et retarder au maximum son arrivée dans le monde des adultes. On va le mettre sous bulle, il faut le protéger. Voilà. Et ne surtout pas parler avec lui des questions délicates, des questions qui font peur, des questions qui angoissent. Voilà. On protège au maximum l'innocence et la pureté du monde de l'enfance jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, et voilà, il rentre dans le monde des adultes, et là, c'est horrible. Bon. Alors, quand on a cette représentation de l'innocence et de la pureté, Mathieu, tu peux tourner, voilà le type de littérature ou d'ouvrage qu'on va offrir aux enfants. Ça, c'est des ouvrages qui se sont développés tout au long du XXe siècle, que tous les parents connaissent, voilà, et qui sont des ouvrages, en fait, qui visent à protéger au maximum l'enfant des grandes questions existentielles, métaphysiques qui traversent la condition humaine. On ne meurt pas, Martine. Voilà. Il n'y a pas la violence, il n'y a pas le mal. Le pire des épreuves qu'on peut traverser dans une existence, vous voyez, comme Choupi, c'est d'aller à la piscine. Mon Dieu, comment va-t-il faire? Voilà. Bon. Donc, c'est des ouvrages qui sont très irréalistes. Contrairement à ce que les illustrations semble montrer, on a l'impression que c'est des ouvrages très réalistes, qui parlent de choses très quotidiennes, comme la piscine, la maison, la bêtise. Mais en fait, c'est des ouvrages qui sont hors du réel, et hors du temps. Et les enfants, d'ailleurs, souvent, ne se reconnaissent pas dans ces récits-là parce que les héros ne traversent pas ce que les enfants, en réalité, traversent. Et ça va être une contre-révolution de Rousseau, ça va être la psychanalyse. Et la psychanalyse, notamment des contes de fées de Bettelheim, va montrer que les enfants ne sont ni purs ni innocents et que les enfants vivent dans le même monde que nous. Nous ne pouvons pas, et d'ailleurs ce n'est pas souhaitable du tout, les protéger. Voilà. Les enfants savent que la mort existe. Les enfants savent que la violence existe. Les enfants savent que le mal existe. Voilà. Et alors ça, c'est l'autre diapo, tu vois, Mathieu. Voilà, grande révolution dans les années 60, 70, avec la vulgarisation de la vision anthropologique de l'enfant qui est portée par la psychanalyse. Les enfants sont des sujets au monde. Les enfants sont des personnes, Jacques Lévin, des interlocuteurs valables. Inutile, encore une fois, de faire l'autruche avec eux sur la mort, sur l'amour, sur le mal, sur la violence. Ils vivent dans le même monde que nous. Et de la même façon que les adultes, nous avons besoin de grands récits pour donner sens à notre expérience du monde, les enfants ont besoin de grands récits pour donner sens aussi à leur expérience. Et ça, c'est vraiment une révolution. Alors, ce qui est révolutionnaire dans le texte de Bettelheim, ce n'est pas tellement ce qu'il dit, parce qu'il y avait quand même beaucoup de spécialistes de l'enfance qui disaient déjà ça, et qui se revendiquaient déjà d'un besoin pour l'enfant d'avoir accès à de la grande littérature. Maurice Sendak,
c'est 69, hein, Psychanalyse des contes de fées, c'est 76, donc c'est bien avant. Mais ce qui va jouer avec Bettelheim, c'est son succès. C'est-à-dire que Bettelheim, ça va être un best-seller mondial. Il va être lu par beaucoup de parents, beaucoup d'éducateurs, beaucoup d'enseignants. Et il va y avoir une demande sociétale de grands récits pour les enfants. Voilà, tu peux passer, Mathieu. Hein, voilà. Là, c'est un peu la leçon qui a été retenue par la société contemporaine de la leçon qu'il y a dans le Bettelheim sur la psychanalyse des contes de fées. Les enfants ont des préoccupations existentielles intenses et même très jeunes, ils sont capables d'interpréter le message caché de textes qui sont très poétiques, très implicites et ils en ont besoin pour répondre encore une fois à leurs questions. Vas-y Mathieu. Et donc, on va avoir une révolution depuis une cinquantaine d'années et on va trouver en bibliothèque, on va trouver en librairie, on va trouver dans les maisons d'édition toute une série d'ouvrages qui étaient avant inaccessibles aux enfants. Alors, on a les contes de tradition orale dans leur version originale et non plus censurés, notamment par Walt Disney, comme ici. Vas-y Mathieu. Je vais vite hein, sur le panorama. Voilà, ça c'est quelques publications contemporaines où on offre aux enfants les contes de tradition orale dans leur forme pure, dans leur forme non censurée. Vas-y Mathieu. Des classiques de la littérature aussi destinés aux adultes, hein, des grands classiques, des grandes histoires, Cyrano, Frankenstein, Moby Dick, Les Misérables, qu'on adapte à destination des enfants parce qu'on estime que ces grands récits qui parlent de la violence, qui parlent de l'amour, qui parlent de la justice, hein, sont des récits que les enfants doivent connaître. Donc ça, c'est aussi symptomatique. Vas-y Mathieu. Forme de panorama de la littérature de jeunesse contemporaine et sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé et je base beaucoup ma pratique. Pour moi, c'est les meilleurs ouvrages comme médiation dans les ateliers philo. Ce sont donc des récits, des albums à forte portée philosophique dans le sens où ils vont aborder des questions complexes et qui vont les aborder de façon complexe. Non moralisatrice, pas mièvre, pas explicite. Voilà. Le discours et non pas le message. Que veut livrer l'auteur. Voilà. Et alors là, voilà, petit panorama, petit panthéon. Voilà, de ces pépites. Voilà. Et là, vous voyez, il n'y a pas de différence entre la littérature pour vieux et la littérature dite de jeunesse. Quand on va dans une bibliothèque, quand on va dans une librairie, nous les adultes, hein, vous avez des ouvrages qui sont médiocres. Vous avez des ouvrages de pur divertissement qu'on va lire surtout pour ne pas réfléchir, pour se vider la tête, des grosses conneries. Hein, voilà. Et puis, vous avez des ouvrages qui, eux, vont être beaucoup plus complexes, beaucoup plus poétiques, beaucoup plus hermétiques, qui vont nécessiter de notre part un engagement intellectuel. Voilà. Mais par contre, ces ouvrages-là, ils ne vont pas nous divertir. Ils vont nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et ça, ces ouvrages-là, qui sont récents dans l'histoire de la littérature de jeunesse, c'est vraiment des ouvrages, pour moi, qui sont de la littérature. Voilà. Aussi pour la jeunesse. Yacouba sur le courage, Dans les yeux d'Henriette sur la mort, Le petit être sur l'amour, Une histoire à 4 voix sur la perception, Le voyage d'Oregon sur l'identité, Loulou notamment sur l'amitié. Voilà des récits poétiques, subtils, complexes, qui abordent de façon intelligente des grandes questions qui sont, que se posent les enfants et que nous posent les enfants. Tu peux tourner la page, Mathieu. Voilà. Juste pour finir un panorama, mais c'est des ouvrages qui, me semble-t-il, pour moi, sont moins intéressants dans les ateliers de philo eux-mêmes, mais qui sont symptomatiques de la reconnaissance, de la possibilité et du besoin des enfants de philosopher et d'avoir accès à la philosophie. On a vu paraître, il y a une petite trentaine d'années, ce que j'appelle un genre intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est encore dans du récit, on est encore dans de la fiction, mais cette fiction-là, elle a une finalité didactique explicite. Ce qui n'est pas le cas, vous voyez, pour des ouvrages de Claude Ponty, Yacouba, ils n'écrivent pas pour faire de la philo, ils écrivent point. Par contre, Le monde de Sophie, par exemple, de Josten Garder, c'est de la fiction, c'est un roman, mais avec une intention didactique explicite, faire connaître aux adolescents l'histoire de la philosophie. Bon, tu peux passer, Mathieu. Voilà d'autres exemples. Les Philofables de Michel Pickman,
les mythes de Platon, un album illustré, toute la collection Les Petits Platons. Vous avez une profusion aujourd'hui, mi-récit, mi-didactique, voilà, de ces ouvrages qui sont nouveaux aussi. Et puis, dernier en date, vas-y Mathieu, tu vois, toujours dans ce panorama, ça n'existait pas il y a 15 ans. Ça n'existait pas il y a 15 ans et aujourd'hui, ça pousse comme des champignons. Les manuels de philo pour enfants. Alors, on n'est plus dans la fiction, on est dans des exposés, on est dans des cours. Voilà. Où il y a un texte, voilà, où l'auteur, l'autrice, pour les enfants, fait un exposé, voilà, où il expose pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal. Vous voyez, Chouette Gallimard, c'est trop beau, ça c'est des exposés pour les adolescents. Bon. Et donc là, vous avez, encore une fois, vous voyez un genre qui est complètement nouveau et qui est le symptôme historique de la reconnaissance des enfants à philosopher, puisqu'on leur offre même maintenant, non pas seulement des récits, mais des exposés et des mini-cours pour démocratiser l'accès à la philo. Voilà Mathieu, tu peux passer, vas-y. Voilà, alors 2 citations que j'adore, d'auteurs jeunesse contemporains. Il ne faut pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin. J'adore cette phrase-là de Philippe Corentin. Et ma phrase préférée, vas-y Mathieu, voilà, Tommy Ungerer, qui est dans mon panthéon absolu. Voilà. Il faut traumatiser les enfants, sinon ils finiront experts comptables. J'adore. Donc, ce n'est pas une littérature qui endort. Ouais, alors ça, c'est une autre phrase de Ricoeur. Elle est un peu moins rigolote, mais elle est très jolie. Hein. Les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire de l'imaginaire sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal. Et ça, c'est ces expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire de l'imaginaire, quand on lit un livre, pour aller explorer le royaume du bien et du mal, c'est-à-dire en fait la condition humaine, encore une fois, c'est accessible aujourd'hui pour tous les enfants, grâce à cette littérature qui est aussi pour la jeunesse. Vas-y Mathieu, je vois l'heure qui passe, hein, je vais un petit peu vite, je vais essayer d'aller vite. Et là, je vous résume vraiment 20 ans de recherche de terrain, hein, parce que je suis aussi, j'expérimente sur le terrain. Voilà 3 grandes leçons. On va dire que depuis 20 ans que j'expérimente des dispositifs de pratique d'ateliers philo à partir d'albums jeunesse. Voilà ce que je peux tirer comme leçon. Pourquoi la littérature pour philosopher? Si j'essaye de vendre, pourquoi il faut utiliser la littérature? Déjà parce que vous voyez le 1, la littérature, elle offre des expériences de pensée qui vont nous permettre, et à tout âge, de comprendre le réel dans sa globalité et sa complexité. Mon réel à moi et à nous tous, il est extrêmement limité. Je ne connais de la condition humaine que très peu de choses si je prends mon expérience de vie. Des histoires d'amour, des histoires d'amitié, ma profession, le lieu où je vis. Et la littérature, et ça Ricoeur le montre très très bien, pourquoi la littérature nous aide à penser le monde, pourquoi le réel seul ne permet pas de penser la condition humaine. La réalité elle-même ne suffit pas à penser la réalité. Il va falloir se plonger dans des fictions. Pourquoi dit Ricoeur? Parce qu'à travers les fictions, je vais pouvoir vivre justement des expériences que le réel seul ne me permettra jamais. Et Ricoeur donne l'exemple du meurtre. Alors, je ne sais pas si parmi nous, quelqu'un a déjà tué quelqu'un. Voilà. Qui peut nous en parler, qu'on puisse réfléchir? Voilà. Bon, vous voyez bien ce que dit Ricoeur. Il dit, si on veut penser l'expérience du meurtre, si moi, en tant que philosophe, je veux penser cette expérience-là, je n'ai jamais tué personne. Et donc, je vais me plonger dans Crime et Châtiment, c'est l'exemple qu'il donne. Voilà. Et me mettant à la place des personnages, vivant leurs tourments, vivant ou pas leurs remords, je vais pouvoir m'interroger sur cette expérience profondément humaine. Alors, c'est vrai pour le meurtre, mais c'est vrai pour tout. Hein. Voilà. C'est vrai sur l'amour, c'est vrai sur le bonheur, c'est vrai sur la vérité, voilà. C'est vrai sur la justice. Yacouba, pour ceux qui connaissent, merveilleux album jeunesse, voilà, où évidemment on ne se retrouvera sûrement jamais, voilà, dans le dilemme moral qui est posé à Yacouba ou à Antigone. Par contre, m'identifiant au personnage, je me dire, mais quel est le bon choix? Et donc, qu'est-ce que c'est que la justice? Et donc, qu'est-ce que c'est que le courage? Et donc, m'offrant une multiplicité d'expériences, la littérature me permet encore une fois de philosopher, puisque la philosophie, elle a une visée globalisante. Non. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est que la littérature, elle va faciliter la rigueur intellectuelle des échanges. Elle va donner de quoi s'appuyer pour problématiser, pour conceptualiser, pour argumenter. Je donnerai un exemple tout à l'heure.
Et puis, elle permet, j'allais dire presque même surtout, d'instaurer ce que j'ai appelé une bonne distance affective. La bonne distance affective, c'est que pour réfléchir sur une grande question philosophique, il va falloir que je mette cette question-là dans une distance qui est ni trop près de mon vécu, parce que le vécu, c'est une matière inflammable. Si je commence à réfléchir sur la mort, sur l'amour, sur le bonheur ou sur la vérité à partir de mon vécu, je vais être submergée par l'affect. Je ne réfléchis pas sereinement. Il faut vraiment être un très grand philosophe professionnel pour se servir de sa vie amoureuse pour philosopher sur l'amour. Hein. Sinon, on est dans l'affect, on est dans l'émotion, c'est normal. Et il ne faut pas non plus, et évidemment avec des enfants d'autant plus, que la question philosophique, elle soit abstraite, elle ne soit pas incarnée. Donc l'idée de passer par des personnages, c'est de dire qu'on va réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un, faut-il avoir peur de la mort, est-ce que et on peut être heureux et méchant, faut-il toujours dire la vérité, non pas à partir de mes expériences à moi, mais à partir de l'expérience des personnages. Et là, ça crée une sérénité psychique qui va permettre aux enfants, aux ados et aux adultes de réfléchir sur ces grandes questions en étant psychiquement protégés. Bon. Et ça, c'est vraiment une fonction fondamentale de la littérature et pas seulement pour les enfants. Je vais montrer un seul exemple. Voilà. C'est une seule citation d'enfant qui, pour moi, illustre ces trois dimensions et ces trois fonctions de la littérature dans les ateliers philo. L'exemple que je vais vous montrer, qu'on va analyser, c'est tiré du corpus de ma thèse. Et donc, c'est un atelier philo qui porte sur grandir. Alors, moi, je travaille par séquence thématique. On reste un mois sur la même séance. Et on va alimenter les ateliers philo avec des lectures en amont, des lectures pendant l'atelier. Donc, les enfants ont vraiment à leur disposition tout un corpus sur lequel ils peuvent s'appuyer pour argumenter, pour problématiser, pour définir. Bon. Donc là, vous voyez, sur Grandir, ils avaient lu Yacouba, ils connaissaient, bon, Moi j'attends, ils connaissaient Laurent tout seul et ils connaissaient Peter Pan. Voilà. Et donc, on est en CM1, donc ils ont 9 ans. Et la question de la séquence, c'est qu'est-ce que c'est qu'être une grande personne? Ça c'est ce qui va nous occuper pendant un mois. Non. La question que je pose pour la première séance de toute cette séquence, c'est est-ce que c'est bien de grandir? Donc, est-ce que c'est bien de grandir? Les enfants, ils sont 25. Quand je dis est-ce que c'est bien de grandir, 24 sur 25 répondent comme un seul homme, tous en chœur, oui, c'est bien de grandir parce que quand on est grand, on peut faire tout ce qu'on veut. Et puis, il y a le 25e. Et le 25e, il s'appelle Florian. Là, tu peux le montrer, Mathieu. C'est Florian qui lève la main et regardez, voilà comment Florian, il intervient à ce moment-là dans l'atelier. Il dit, bah, et attends, il y en a qui ne veulent pas grandir. Hein. Parce que, bah, comme Peter Pan, il ne veut pas grandir. Il y en a qui ne veulent pas grandir parce qu'ils disent qu'on prend trop de responsabilités quand on est grand. On va la regarder sur plusieurs angles, cette réponse cette citation de Florian. Là, ce qui m'intéresse en particulier, et je ne sais pas, vous me direz si vous en faites l'expérience ou pas, mais moi, en 25 ans presque de pratique, quand un participant, enfant, ado, adulte, fait référence à un personnage littéraire pour donner un exemple, personne dans le groupe lui dit « c'est n'importe quoi ton exemple, il n'existe pas Peter Pan ». Tout le monde à ce moment-là dit « ah oui, ah bah oui ». C'est-à-dire que là, les enfants ont conscience d'une fonction de la littérature qui est une fonction d'incarnation. C'est-à-dire que tout le monde comprend que Peter Pan, c'est un archétype, que Peter Pan, il incarne quelque chose qui est à la fois intime et universel, c'est la peur de grandir. Et ça, vas-y, je crois qu'il y a la phrase de Cocteau ou de Picasso juste après, voilà, c'est Jean Cocteau. La littérature est un mensonge qui dit la vérité. Bien sûr que Peter Pan n'existe pas, il ne vit pas plus précisément. Ce n'est pas un être vivant ou qui a été vivant. Par contre, Peter Pan existe. Et il existe comme personnage qui nous dit quelque chose de fondamental sur la condition humaine. Comme Madame Bovary, comme Cyrano, comme Yacouba, etc., etc., etc. Voilà. Et ça, vous voyez, les enfants le comprennent très bien. Quand Florian dit, bah, regardez, Peter Pan, il ne veut pas grandir, tous les autres répondent, ah oui, c'est vrai. Et ça permet de faire avancer la discussion.
Là, tu peux y aller, Mathieu, ça fait avancer la discussion parce qu'on va voir que les 3 grandes compétences, alors je sais qu'il y en a plus, des habiletés de pensée, etc., mais je reprends le triptyque de Michel Tozzi, hein, problématiser, argumenter, conceptualiser. Regardez, elles sont dans la phrase de Florian. Quand Florian dit au 24, hein, attendez, hein, il y en a qui ne veulent pas grandir. C'est-à-dire que là, il problématise. Il dit, attendez, c'est plus compliqué. Ce n'est pas toujours vrai. Parce que comme Peter Pan, il ne veut pas grandir, il argumente en illustrant, en donnant un exemple. Et pour le coup, c'est l'exemple de Peter Pan. Voilà. Regardez Peter Pan, hein, il ne veut pas grandir. Ça veut bien dire que tout le monde ne veut pas grandir. Et il va conceptualiser à partir de cette illustration-là en disant, il y en a qui ne veulent pas grandir. Et pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on prend trop de responsabilités. Quand on est grand, il nous donne un attribut du concept. Pour Florian, et ça pourra être mis sur le tapis de la discussion, hein, être grand, c'est avoir des responsabilités. Donc, vous voyez, dans cette phrase-là, il problématise, il argumente et il conceptualise. Et dernière analyse qu'on peut faire, voilà, de la phrase de Florian, et ça n'est qu'une hypothèse qui ne pourra jamais être confirmée, mais j'ai dans mon corpus plein d'autres citations qui permettent de faire cette hypothèse, hein, c'est que je pense que Florian a très peur de grandir lui. C'est-à-dire, pourquoi il nous dit ça, Florian? Pourquoi il amène cette idée-là? Voilà. C'est que je pense que en tant que petit garçon, et tous les participants, on peut dire des choses qui sont intimes, mais encore une fois, jamais devant ses camarades qui sont 24 et qui sont majoritaires, il va dire non mais il y a des gens qui ne veulent pas grandir, vous savez, moi j'ai super peur de grandir. Non, c'est pas moi, c'est Peter Pan, quoi. Ce que j'appelle le paravent du personnage. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses intimes, on peut parler de soi en atelier, mais pas à la première personne du singulier, à travers, voilà, ce masque. D'ailleurs, c'est l'étymologie, hein, voilà, du personnage, du persona, voilà, qui me permet encore une fois de m'exprimer publiquement sur des choses intimes en étant protégée psychologiquement. Bon, je termine, allez, c'est fini, mais avec une philosophe que vous connaissez, je suppose, tous, hein, Martha Nussbaum. Mais j'avais envie de lui rendre à nouveau hommage parce que dans ce livre, Les émotions démocratiques, là, elle dénonçait une crise silencieuse de l'éducation, et Dieu sait si malheureusement c'est d'actualité, hein, où elle dénonce justement des systèmes éducatifs qui nient, voilà, tout ce qui va faire notre humanité. Et elle dénonce déjà, on est en 2011, des systèmes éducatifs de plus en plus technicistes, qui sont basés de plus en plus sur une vision behavioriste de l'acte éducatif. Et citation, on va terminer sur la citation de Martha Nussbaum. Voilà, vas-y encore Mathieu, tu vois, oui, voilà. Et elle est, malheureusement, je la lis beaucoup à mes étudiants en ce moment, hein, de profonds changements affectent ce que les sociétés démocratiques enseignent aux jeunes, et ces changements n'ont pas été suffisamment examinés. Avides de profit national, les États et les systèmes éducatifs bradent avec insouciance des atouts indispensables à la survie des démocraties. Si la tendance se prolonge, les États du monde entier produiront bientôt des générations de machines efficaces et non des citoyens complets, capables de penser par eux-mêmes, de critiquer la tradition et de comprendre ce que signifient les souffrances et les succès d'autrui. L'avenir des démocraties mondiales est en jeu. 2011. Et je souhaite bon courage à mes cousins québécois, avec votre voisin d'à côté. Voilà, je termine, voilà, vous l'aurez, tu peux peut-être le passer, hein, Mathieu, là, dans le fil de discussion. Je le transforme en PDF. Voilà, quelques ouvrages que j'ai commis sur la question. Et hier, j'ai fait une présentation dans une librairie au Mans et on m'a demandé, mais pourquoi tu réécris un livre sur la philo avec les enfants et la littérature? Parce que l'enfant et la littérature et la philo que vous voyez là, il date de 2015. Je dis parce que je ne suis pas morte et que ma pensée reste vivante, en tout cas je l'espère. C'est-à-dire que 2008, ma thèse, vous voyez, ça va faire presque 20 ans, 2015, la publication du livre. Et en fait, je ne me retrouve plus complètement dans ce que j'ai écrit il y a 20 ans, de ce que j'ai écrit il y a 10 ans. Donc, on a toujours besoin de réactualiser notre pensée. Et donc, si vous voulez mieux connaître mon travail, allez directement à Quoi pense la littérature de jeunesse, puisque c'est vraiment ce que je pense aujourd'hui. Et peut-être que dans 20 ans, j'en réécrirai un autre où je dirais « c'était nul ce que je disais à l'époque ». Mais en tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, je suis en accord avec moi-même.
Merci à tous et on va passer aux questions. Merci beaucoup, Edwige. Ouais, ouais. C'était super intéressant. Je trouve que tu t'es très bien adapté malgré que tu ne contrôlais pas le Non, mais je PowerPoint. reste pas assistant. Voilà. Je On est t'assure, ça s'est assistant. très bien passé. Ça a été très plaisant de t'entendre.